Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes en direct. Je suis Muntaga Sissé, le manager de la plateforme Digital 24. Ravi de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme, ou je dirais sur ces plateformes, parce que nous sommes en direct sur la page Facebook de Digital 24, la chaîne YouTube de Sonatel, également le compte Twitter groupe Sonatel. Donc, les lives du Social Hub, comme vous le savez, périodiquement, nous animons en collaboration avec Sonatel un rendez-vous périodique organisé avec les internautes. C'est le live du Social Hub. Le Social Hub, c'est la room digitale de Sonatel. Alors, pour ce numéro spécial, nous allons donc le dédier à la formation et au débouché, ou bien le dire en Wolof tout simplement, c'est-à-dire réussir grâce aux nouvelles technologies, les métiers du digital, la formation et les débouchés. Et pour parler de ce sujet, nous avons des invités spéciaux qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette émission. Nous avons comme premier invité Abdou Khadr Diallo. Il est le CEO, donc le directeur général de la société Volcano. Il reviendra avec nous sur les activités de Volcano. Il est également coach et formateur à Bakeli School of Technology. Nous avons également comme invité le professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est président également de l'association ASCI à l'UCAD. Nous avons comme invité également Baïnias de Orange Digital Center. Je rappelle que cette émission est diffusée en direct. Vous avez la possibilité de poser vos questions, d'apporter vos contributions en commentaire sous le live que vous êtes en train de suivre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur la chaîne YouTube de groupe Sonatel, mais également pour ceux qui nous suivent, ils peuvent continuer la discussion en replay lorsque la vidéo sera en ligne sur la chaîne YouTube de Digital 24 sur le site digital24.tv. Donc, sans plus tarder, je vais introduire mes invités. Je vais d'abord commencer par Abdou Khadr Diallo. Bonjour Abdou Khadr. Montaga, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Bonjour donc à nouveau et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Donc, je disais à nos internautes que vous êtes le patron, donc le CEO de Volcano, coach et formateur à Bakeli School of Technology. Vous êtes également développeur et designer passionné des logiciels mobiles, hein, c'est ce que nous avons vu sur votre profil LinkedIn, avec de fortes compétences en conception d'interface utilisateur. Merci bien cela. beaucoup, Montaga. Oui, merci de nous avoir rejoints. Donc, je vais introduire mon deuxième invité, le professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Bonjour, professeur. Bonjour, Muntaga. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Merci de nous avoir rejoints. Voilà. Donc, je disais à nos internautes que vous êtes enseignant-chercheur à l'UCAD. Vous êtes docteur en système informatique. Vous avez travaillé en tant que chercheur ou chercheur invité à l'Université Liège en Belgique, à l'Université Québec à Montréal. Vous avez été responsable du laboratoire d'informatique de l'UCAD, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et membre du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale et mathématique et informatique. Vous êtes actuellement professeur titulaire des universités et responsable de la section informatique de l'UCAD et enfin président de l'association sénégalaise, je le disais, Association sénégalaise des chercheurs en informatique, ASCI. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, Muntaga. Merci beaucoup. Merci. Et notre troisième et non des moindres invité est Baïnias. Donc, il est à Sonatel Academy. Vous nous entendez? Vous nous voyez, Baïnias? Oui, je vous vois, je vous entends. Merci. Donc, Baïnias, vous êtes ingénieur en informatique. Hein? Vous avez travaillé dans pas mal d'entreprises privées et des ONG avant de rejoindre donc, Sonatel Academy en 2017, où vous avez été lead formateur donc, dans cette structure avant de devenir, à partir de novembre 2021, le responsable de l'école du code à Sonatel Academy. Vous avez été ou vous êtes toujours enseignant dans beaucoup d'écoles de formation privées, entre autres à Dakar. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alors, sans plus tarder, donc la première question, je vais la poser
à Abdou Khadr Diallo de Volcano. Est-ce que Abdou Khadr, vous pouvez nous parler justement de Volcano? Donc, merci Montaga pour la présentation. Je précise que je suis Abdul Khadr Diallo, directeur général de Volcano, directeur de Bakeli School of Technology. Donc, très rapidement, Volcano, nous essayons de faire, c'est de permettre à tous les jeunes Africains, qu'ils soient l'opportunité de leur entourage, en utilisant les nouvelles technologies. Comment nous arrivons de manière pratique et de manière à les rendre autonomes. Nous les occupons avec des unités dans le marché du digital pour faire large, le marché de l'éducation, de sites web, ainsi de suite. Et enfin, nous les aidons aussi à créer des entreprises via un programme de développement. Aujourd'hui, c'est plus de 40 personnes. Nous sommes à Dakar, Thiès. Nous sommes aussi présents en Guinée et nous continuons de grandir et de faire de belles choses avec les jeunes dans notre équipe qui sont motivés, engagés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Montaga. Oui, ça répond bien à la question, Abdou Khadr. Alors, Volcano a une approche quand même, je dirais, innovante dans le cadre de la formation qui est différente de ce qu'on voyait avant dans l'approche pédagogique. Qu'est-ce qui fait cette nouveauté-là? Pourquoi avoir choisi justement cette approche de la formation? Donc, notre approche de la formation qu'on fait dans l'école Bakeli, mais qui est fortement inspirée. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on n'avait pas fait formation. Au début, on prenait des stagiaires pour faire des projets avec des clients. Quand on a pris ces stagiaires, on s'est rendu compte rapidement qu'ils manquaient d'expérience, qu'ils manquaient de pratique, qu'ils n'étaient pas encore opérationnels. Mais la plupart, ils avaient soif de connaissances. Donc, le dilemme, c'était comment rendre opérationnel tout en le faisant travailler sur des projets. Et au départ, c'est comme si vous apprenez à nager, on les jetait à l'eau et ils devaient se débrouiller, mais on ne les laissait pas complètement livrer à eux-mêmes. On les aidait de temps en temps et on leur montrait la voie. Et on s'est rendu compte l'espace de quelques temps, ils vraiment créé de la valeur. Et cette méthode, on l'a appelée aujourd'hui chez nous, qui s'inspire fortement du sport et de l'armée. L'armée, parce que les gens sont organisés, sont disciplinés, sont rigoureux. Le sport, c'est que c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu où il faut marquer des buts en livrant des fonctionnalités pour des applications ou bien en faisant des logos en termes de design. Donc, la méthode du coaching est vraiment inspirée de ça. Et à Wakili, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de professeur. On a des coachs qui vous aident à avancer, qui vous motivent, qui vous conseillent, qui vous encadrent. Il y a pas mal d'écoles dans le monde qui disent que ce sont des écoles où il n'y a pas de formateur, entre guillemets, il n'y a pas de professeur. Mais nous, la différence, c'est que le coach, il est là, il devient l'ami de l'apprenant, il l'encadre, il l'aide et essentiellement, l'apprenant, il est devant la pratique, il est devant sa machine, il travaille sur des projets du début à la fin de sa formation. Et on se rend compte qu'à la fin, il sort avec ce qu'on appelle des livrables ou bien des projets concrets qu'il peut présenter à un recruteur ou bien à un entrepreneur qui serait susceptible de le recruter. Mais surtout, on aide beaucoup les jeunes dans la partie développement personnel. On fait beaucoup d'activités leur permettant d'avoir confiance en eux. Parce que finalement, un professionnel, c'est quelqu'un qui a confiance en ses capacités et qui est capable de les présenter à un client ou bien à un employeur ou des choses comme ça. Et enfin, le dernier élément, c'est de travailler en équipe et d'accepter d'avoir des avis des autres, de se rendre compte qu'on soi-même, on n'est pas parfait, on n'est pas complet, on a besoin de l'autre pour avancer. Pour le moment, pour résumer, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment ça l'essentiel de notre méthode d'accompagnement des jeunes. Merci Abdou Khadr. Alors, je rappelle toujours à nos internautes qu'ils peuvent réagir en direct sur cette émission. Donc, je me tourne maintenant vers le professeur Chahamoudou Bamba Gueye. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur, vous avez pas mal d'expérience dans la recherche. Vous dirigez également l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment voyez-vous justement aujourd'hui la formation en informatique au Sénégal, mais plus largement en Afrique, les formations, les filières de formation, les modules qui sont proposés, est-ce qu'ils sont adaptés aux besoins actuels du marché? Merci beaucoup, Montaga. Et je pense que la question que vous posez va en droite ligne avec les missions de ASCII.
parce que ASCII est né en 2013 à Ziguinchor. Pourquoi 2013? Parce que l'informatique était jeune en 2010 quand nous étions arrivés ici au niveau du Sénégal. Et ensuite, après, il y avait des doyens qui étaient là. Et pour encadrer un peu les nouvelles universités qui venaient d'être créées en 2007, donc on s'est regroupé en une association qui est appelée l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique et dont le but était de promouvoir l'enseignement de l'informatique au niveau des universités. Et dans un sens où c'était d'avoir des curricula qui soient communs et aussi pouvoir avoir une mobilité des enseignants au niveau des différentes universités du Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que ASCII était né. Et depuis 2013, nous menons des activités pour pouvoir converger vers des curricula, et mais aussi pouvoir, dans le cadre de l'assurance qualité, inviter des professionnels au niveau des différentes universités pour faire une réforme des activités d'apprentissage au niveau des universités pour que ce soit en adéquation avec les métiers. Et c'est dans ce sens-là que les missions d'ASCII, c'est d'une part participer à la structuration, au renforcement et à la coordination du dispositif d'enseignement en informatique, mais aussi développer une collaboration entre universitaires et industriels, mais aussi développer des axes de recherche. C'est dans ce sens-là qu'on a eu à mener avec des professionnels un diagnostic de l'état des lieux de l'enseignement, ce qui a amené une mutation au niveau des offres de formation qui soient en adéquation avec les besoins du métier. Ce qui a amené aujourd'hui, on a beaucoup de filières qui vont en parallèle par rapport aux besoins des industriels. Maintenant, assez souvent, le problème que nous avons entre le milieu professionnel et le milieu académique, c'est que les outils de formation qui sont utilisés par le milieu professionnel changent très, très rapidement. Et après, c'est comment mettre en adéquation ces nouvelles technologies qui peuvent changer chaque 6 mois ou chaque 2 ans et par rapport au métier de l'université. Et c'est là où peut-être qu'on doit regarder comment travailler en synergie entre les professionnels et le milieu de l'enseignement pour qu'on puisse avoir des immersions des étudiants au niveau professionnel pour être beaucoup plus à jour des nouvelles technologies. Mais actuellement, il y a beaucoup de filières, beaucoup de formations qui concourent au niveau des métiers du digital. Et c'est par rapport à ça, au niveau de l'Université Anta Diop, il y a aujourd'hui un nouveau centre universitaire pour des ressources technologiques de l'Internet qui est ouvert même pour les bacheliers qui ont le bac L pour essayer de les former au niveau des métiers du digital. Et je sais qu'aussi, avec Orange Academy, il y a des synergies qui sont en train d'être mises en place entre Orange Academy et l'université du Sine Saloum, l'université de Bambey, pour pouvoir faciliter l'acquisition de connaissances au niveau professionnel pour les étudiants que nous avons. Merci beaucoup. Merci, professeur Cheikh Bamba Gueye. Alors, vous avez bien expliqué le rôle d'ASCII, mais également, vous avez parlé de l'approche que vous déroulez, l'approche que vous voyez un peu comment ça fonctionne dans la formation. Et sur ce, je voudrais me tourner maintenant vers Baïnias de Sonatel Academy. Il y a 2 approches qu'on a vues ici. Et monsieur le professeur Gueye l'a bien expliqué, l'approche formation dans les institutions publiques, mais également formation dans les institutions privées avec Bakeli, Volcano. Il y a également une approche développée par Sonatel à travers Sonatel Academy. Vous êtes donc de Sonatel Academy Baïnias. Quelle est cette approche-là? Bon, nous n'allons pas revenir sur la présentation de Sonatel Academy. On a fait une émission sur ça, mais vous pouvez quand même expliquer brièvement son rôle, mais également revenir un peu sur cette approche-là de formation, parce que le professeur Gueye l'a dit, il y a des littéraires qui peuvent aujourd'hui embrasser la formation en informatique, devenir carrément des développeurs. Comment ça se passe? Comment vous réussissez à créer donc cette dynamique? D'accord. Merci Muntaga. En fait, Sonatel Academy, c'est une école du code
comme vous le savez. C'est une école qui forme un peu dans le codage à travers plusieurs filières que nous avons aujourd'hui. Par exemple, on fait du développement web mobile. On fait des formations aussi en développement data, c'est-à-dire le traitement de données. On fait des formations en marketing communication digitale qui regroupent un peu beaucoup de choses, mais en fait, on l'a regroupé sous un nom de référentiel qui s'appelle référent digital, en fait, qui est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses, mais à un niveau intermédiaire. Nous avons aussi récemment créé une autre formation à AWS avec Amazon, avec lequel nous sommes en partenariat. Ce sont ces formations que nous menons. En fait, la façon dont on fonctionne, c'est à peu près similaire en fait que Volcano. Sauf que en fait, c'est dans le même modèle. Nous, au niveau de l'école, la méthode d'enseignement c'est différent, comme il l'a dit. Nous aussi, on a des formateurs qui sont sur place, qui ne font pas cours, mais qui sont là seulement pour orienter un peu les jeunes vers la bonne information, c'est-à-dire les aiguiller pour apprendre eux-mêmes, produire quelque chose à partir d'un coup de pouce simplement que le formateur leur donne. Le formateur, il n'est pas là pour donner de la connaissance, il est là simplement pour orienter un peu les apprenants. Donc, la méthode d'enseignement, c'est du learning by doing. En fait, ils travaillent sur des projets concrets qu'on leur donne. Ce sont des projets, en fait, qui sont vraiment adaptés à la réalité, des projets qu'on peut utiliser dans le cadre de l'entreprise parce qu'ils sont organisés même de cette façon. C'est-à-dire, dans les salles de classe, ils ne sont pas organisés de façon classique où quelqu'un est là en train de faire un cours. Ils sont organisés en groupe projet. Où il n'y a pas de chef de projet en utilisant des méthodes agiles. Ils s'auto-forment, ils s'auto-régulent entre eux et arrivent à produire quelque chose, en fait, un projet qui est vraiment en phase avec ce qu'on fait faire sur l'entreprise, parce que ce sont ces mêmes technos qu'ils ont utilisés en entreprise sur lesquels nous les formons. Donc, c'est vraiment les mettre dans un cadre d'entreprise. Ils sont déjà dans ce cadre-là parce qu'ils se sont organisés comme si on travaillait sur un projet réel avec une méthodologie de gestion de projet qui est aiguillée de bout en bout. Mais aussi, on s'est rendu compte que l'entraide entre eux, c'est hyper important parce que vous, en tant que professeur, si vous êtes devant eux pour leur expliquer, ce n'est pas la même chose que lorsque un apprenant lui-même, comme lui-même est en train de faire l'explication, le courant passe mieux entre eux, donc l'explication passe mieux entre eux. Donc, on les laisse d'habitude s'organiser entre eux. S'il y a maintenant, le formateur, il intervient à un seul moment. C'est lorsque la personne, par exemple, est bloquée et on ne sait pas où, c'est-à-dire ils sont vraiment bloqués. Et là, on est obligé de revenir un peu sur le formateur pour avoir de l'aide. Mais tant qu'il n'y a pas ce problème-là, le formateur n'intervient pas. Il travaille encore une fois sur les projets qui sont vraiment adaptés à la réalité. Donc, le coaching, il est là simplement. C'est vraiment un modèle où l'apprenant, en fait, est au centre de la formation. C'est lui qui oriente la formation en termes de connaissances, mais aussi en termes d'acquisition de ces connaissances et de restitution. Donc, des fois aussi, sous forme d'exposé que nous faisons, ça leur permet de pouvoir déjà se présenter, de pouvoir défendre des projets devant un public. Mais aussi, nous, on travaille avec des partenaires qui s'occupent aussi de la partie soft skills parce qu'on s'est rendu compte que les techniciens, ils sont bons techniquement, mais lorsqu'il faut présenter les choses, parler avec des gens, avoir confiance en soi, ils ont tendance à avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a une entreprise, en fait, qui est complètement dédiée à ce qu'on appelle des soft skills. Donc, c'est cette entreprise-là qui vient, en fait, prendre cette partie soft skills, la confiance en soi, comment se comporter dans un groupe, en fait, toutes les parties soft skills et entièrement dédiée à une formation en part qu'on fait d'abord avant d'aller même sur la formation hard skills. Donc, c'est ça notre méthodologie de formation. Alors, il y a également l'aspect gratuité de la formation qui est proposée à Sonatel Academy. Cela veut dire que n'importe qui peut être accepté chez vous ou bien il y a
il y a un filtre qui est fait avant d'entrer dans Sonatel Academy. Voilà. En fait, tout le monde peut accéder. Donc, nous, au niveau terminal, les inscriptions sont ouvertes en ligne. Tout le monde peut postuler. Donc, d'habitude, on ouvre les inscriptions pendant 1 mois et chacun a la possibilité de postuler. À l'issue de ce mois, en fait, on clôture les inscriptions qu'on fait pour sélectionner un certain nombre d'abord, qui respectent un certain nombre de critères qu'on avait déjà fixés, pour ne pas, en fait, parce que d'habitude, nous, on a des beaucoup d'inscriptions pour un nombre assez pas trop grand, parce qu'on cible sur des 100, 200, et on se retrouve avec 8000 inscrits. Donc, tout le monde peut postuler. Donc, lorsque tout le monde peut postuler, donc nécessairement, il faudrait mettre en place des filtres. Ces filtres-là aussi, c'est d'abord des tests que nous faisons en ligne, qu'on organise à travers des tests mathématiques, des tests psychotechniques, simplement pour un peu départager. Après ces filtres-là aussi, on organise encore un autre test qu'on fait sur place, c'est-à-dire on les convoque sur place, en fait, on essaie de voir un peu leur motivation. On essaie aussi de voir un peu leur technicité. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir digérer un peu ce qu'on fait ici en termes de formation? Donc, il n'y a pas cette restriction en disant que c'est tel ou bien tel qui peut participer. En fait, c'est quelque chose, c'est une candidature spontanée où tout le monde peut postuler et que tout le monde a les mêmes chances. Voilà. Je ne sais pas si... Ok, merci. Oui. Tout le monde a les mêmes chances. Hein. Il n'y a pas de bac L. En fait, dans nos développements web, il y a des bac L qui sont dedans. Dans notre formation de référent digital, par exemple, il y a aussi des bac L qui sont dedans. Par contre, la formation de développeur d'état, en fait, là, on vise vraiment des profils scientifiques parce que c'est une formation à base de mathématiques. À part cette formation-là, en fait, toutes les autres formations sont ouvertes, quel que soit le background scientifique que vous avez, quel que soit le background. Merci beaucoup. Alors, justement, à propos de ces types de formations, je voudrais demander à Abdou Khadr, est-ce que toute sorte de formation peut être proposée dans cette approche qui est aujourd'hui donc donnée par Bakeli, Sonatel Academy, etc. Est-ce qu'on peut former dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques qui peuvent être donc enseignés dans le cadre de cette approche de formation qui est nouvelle? Allô, Montaga, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien, allez-y. Vous avez bien compris la question ou bien je dois la reprendre, c'est bon? Non, ça a coupé quoi, désolé. Ok, alors donc je disais que voilà, Baïnias de Sonatel Academy parlait un peu de l'approche avec quelques exemples de modules qui sont proposés. Je disais, est-ce que c'est tous les modules, toutes les filières qui peuvent être proposées dans le cadre de ces nouvelles approches de formation ou bien il y a des filières spécifiques qui le sont? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Donc, si je comprends bien la question, c'est est-ce que tous les modules sont proposés aux candidats? C'est bien ça? Ou bien est-ce que les candidats peuvent faire tous les modules? Exactement. Ok, d'accord. Donc, à Bakeli School of Technology, ce que nous proposons comme formation, donc je vais répondre aux deux questions. Dans la première question, c'est quels sont les modules que nous proposons? La première chose, c'est que nous proposons des formations dans les nouvelles technologies. Au départ, on formait que les développeurs, des développeurs de sites web. Ce sont des gens qui sont capables de réaliser des sites web. Des développeurs d'applications web, donc des gens capables de réaliser des applications, donc des logiciels en ligne, et des gens aussi capables de réaliser des applications mobiles ou même des logiciels qu'on peut installer sur ordinateur. Ça, c'était le premier volet quand on a démarré dans les années en 2016-2017. Après, par la suite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de former aussi qu'on appelle des designers ou bien des infographistes en français qui sont capables de concevoir des visuels,
des images, des logos, des flyers et par la suite des vidéos. Après, on a commencé aussi à former ce qu'on appelle des marketeurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de communiquer en ligne ou des gens capables de faire une stratégie de communication, de l'exécuter, de la piloter et de la suivre. Et enfin, tout récemment aussi, on avait commencé à former des chefs de projet / des entrepreneurs. Ce sont des gens capables de prendre une idée, d'en faire un projet et de l'exécuter jusqu'à la fin. Faut noter, comme l'a dit M. Nias, qu'il y a plus de demandes, en tout cas à notre niveau, dans la partie programmation. Il y a moins de demandes dans les autres filières, mais pour nous, les autres filières aussi sont importantes. Après, est-ce que quelqu'un peut venir faire n'importe quelle formation? On part du principe que oui. Nous, on n'est pas encore dans un mode où on sélectionne spécifiquement les gens à l'entrée. Quand quelqu'un veut se former et qu'il est motivé, on fait notre maximum et on l'accompagne pour qu'il se forme et qu'il atteigne l'objectif qu'il s'est fixé en venant se former. Par contre, il est important de préciser que si la personne effectivement a des aptitudes en mathématiques ou bien en logique, en tout cas qu'elle a des aptitudes plus en logique et au sens de la résolution de problèmes, il peut être plus facile et plus simple pour elle de se former en programmation. Quand quelqu'un vient en infographie, il serait mieux d'avoir un sens de l'art ou bien d'avoir une curiosité, on va dire, artistique ou bien d'avoir un feeling artistique. Et enfin, le marketing ou la gestion de projet, c'est plus pour des gens qui sont capables de tracer des plans. C'est-à-dire, je dis que sur 3 mois, voici ce que je vais faire et de le faire et de le suivre. Là-bas, c'est plus la capacité à gérer, à planifier, à exécuter, mais surtout aussi à analyser ce qu'on fait pour voir est-ce qu'on est dans la bonne tendance ou pas. Mais nous, à partir de l'instant où la personne sait parler français, elle sait écrire français, elle sait lire le français, elle connaît un peu les mathématiques de base, c'est-à-dire additionner, multiplier, supprimer, enfin, diviser, etc. On part du principe qu'elle peut faire n'importe quelle formation. Après, certaines personnes qui excellent dans certains domaines, c'est parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Nias, il y a des critères de présélection établis. Nous, je veux juste insister sur un élément très, très important à Bakeli, c'est le sens de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup que quand quelqu'un aime quelque chose, il faut juste lui donner du temps pour être bon. On croit beaucoup en cela. Et c'est pour cette raison que c'est très rare de dire à quelqu'un change de filière ou bien ne fait plus cette filière. On se dit que tant qu'elle est motivée pour apprendre, il faut juste lui donner du temps. Et typiquement, on a l'exemple des sœurs Williams, Venus et Serena Williams. Venus a eu à être beaucoup plus en avant au début de leur carrière, mais à la fin, c'est Serena Williams qui avait plus de trophées. Donc, chacun pour nous a son parcours et chaque personne apprend différemment. À partir de cet instant-là, je pense que tout le monde a sa chance, en fait. Merci Abdoukhadre d'avoir bien, voilà, Merci. on a bien entendu et on a bien compris, je vous en remercie. La question que je vais poser maintenant, je la donne au professeur Gueye. Alors, on a parlé d'approche, etc. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, bien entendu, c'est pour aller dans des débouchés, pour trouver donc un emploi, d'où même le thème technologie, tech ak USI. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des filières qui sont beaucoup plus prometteuses, je dirais, pour trouver un emploi dans le secteur informatique, vous qui êtes justement chercheur dans ce domaine? Je vais dire directement le développement. J'ai l'habitude de dire aux étudiants que si on prend l'informatique comme étant une équipe de football, les gardiens de but, il y en a 4 ou 3 quand on fait une sélection nationale, ça va être les gens qui vont travailler dans les réseaux. Et maintenant, après, le reste, les joueurs de champ, c'est les développeurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du développement, qui s'est développé, forcément, s'il termine ses études, il va trouver quelque chose. Maintenant, après ce développement, on va aller vers plusieurs services. Soit c'est le développement d'applications, ou bien soit c'est le développement mobile, ou bien soit c'est le développement au niveau IoT, Internet des objets. Maintenant, après, la base, c'est après les données qu'on collecte. C'est maintenant après comment gérer ces données-là. Et par rapport à cette gestion de données, quelqu'un peut facilement, après, par la suite, se spécialiser au niveau de la gestion de données, soit directement au niveau du traitement, ou bien soit, s'il est bon, comme les autres l'ont dit, en
mathématiques et autres, pouvoir créer des modèles qui puissent analyser ces données-là. Mais à la base, tout bon développeur va trouver du travail. Cause pour laquelle aujourd'hui, les formations que nous avons au niveau de toutes les universités et écoles, le tronc commun, c'est le développement. Ensuite, après, les spécialisations ou pré-spécialisations vont aller maintenant vers des métiers comme réseau télécom, comme data sciences, etc. Mais la formation de base de tout informaticien, c'est pouvoir maîtriser les algorithmes et faire des programmes. C'est bon, merci beaucoup, professeur. Alors, une question pour M. Ignace de Sonatel Academy, une question que je vais afficher à l'écran déjà, posée sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sonatel. Bonsoir, pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages de faire donc une formation en référent digital? D'abord, nous dire c'est quoi référent digital et quels sont justement les avantages, donc, comme l'a posé Stradicom sur YouTube. Michel Ignace. Alors, votre micro n'est pas ouvert. Effectivement, merci. Voilà, Vous m'entendez? Je pense que j'ai des coupures chez moi là. Merci. Ouais. Le métier de référent digital, en fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup de choses en même temps. Chez nous, le référent digital, il a la possibilité, c'est quelqu'un qui peut créer des sites web à travers des CMS. C'est quelqu'un qui peut mettre en place une politique de marketing et de communication digitale. Donc, ils ont des compétences en marketing digital, ils ont des compétences aussi en communication digitale. C'est des personnes, en fait, qui sont de très bons communicants. Ils ont aussi, en fait, la capacité de piloter un projet de digitalisation d'une entreprise, sans aller jusqu'à développer, mais quand même, c'est quelqu'un qui peut piloter un projet de digitalisation d'une entreprise. Quelqu'un, par exemple, les petites et moyennes entreprises, en fait, qui ne sont pas du tout outillées de l'informatique, il a la possibilité, en fait, de les initier dans les outils informatiques, à travers, par exemple, les outils de stockage en ligne, en fait, à travers, par exemple, tout ce qui est outils informatiques qu'on pourrait utiliser. Si, par exemple, il y a des projets aussi qu'on doit développer, il ne va pas développer, lui, mais quand même, il est derrière, en fait, le processus pour faire la validation. Donc, en fait, il a aussi, c'est quelqu'un qui peut être un chef de projet digital, comme je l'ai dit. Donc, c'est pourquoi on l'appelle, on dit que c'est un couteau suisse. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses en même temps. Mais bien entendu, à la fin, il se spécialise. D'habitude, quelqu'un va terminer et va avoir un boulot de community manager. Quelqu'un va terminer et va être un développeur de site web. Quelqu'un va terminer et va être plutôt orienté côté en fait, création, par exemple, de sites de commerce en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, sur ce référentiel-là. Et on a beaucoup de débouchés. Par rapport à, je ne sais pas si je peux venir sur l'insertion professionnelle. Oui, allez-y. Voilà, sur l'insertion professionnelle, chez nous, on a des personnes qui sont dédiées à l'insertion professionnelle. Donc, ces personnes vont aller démarcher les entreprises, essayer de connaître leurs besoins et leur proposer aussi ces jeunes-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sortent directement vont en stage et vont produire quelque chose de vraiment concret parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut, parce qu'ils travaillent dans un environnement déjà d'entreprise. Donc, côté insertion, on arrive, comme je l'ai dit tantôt, on arrive à insérer ces jeunes et c'est pas trop difficile d'insérer des développeurs, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Les développeurs s'insèrent très facilement. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Des fois même, il y a des demandes qu'on ne peut pas satisfaire parce que tout le monde est déjà quelque part. Et on est obligé de leur dire qu'en fait, on a une cohorte qui va arriver et d'attendre. Donc, c'est vraiment une formation qui donne des possibilités à ces jeunes. Alors, justement, sur ce que vous venez de dire là, il y a un internaute sur la page Facebook de Digital 24 qui dit et pourquoi nous avons du mal à trouver des profils. C'est une question que je vais poser à la fois à M. Ignace, mais également à Abdou Khadr Diallo. Pourquoi on a du mal justement à trouver ces profils-là? Est-ce que c'est la formation qui n'est pas suffisante? Les gens n'ont pas assez
structures pour les former, ou bien les jeunes ne choisissent pas systématiquement le développement, alors que le professeur Gueye a dit que ça donne de bonnes débouchés. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, il y a un truc intéressant que M. Niasse a dit. Je vais me permettre de prendre la parole. C'est que si on a à peu près 200 à 300 personnes dans le cohorte, ils ont plus de 8000 candidats. C'est 8000 candidats sur à peu près 250 000, 300 000 étudiants au Sénégal. Bon, je pense aussi qu'il y a des gens qui candidatent or qui ne sont pas étudiants, des élèves. Donc, ce qui est intéressant à noter dans cette analyse-là, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par ce que Sonatel Academy fait, ou bien par ce que d'autres structures de la place font en termes de formation dans les technologies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si on prend par exemple les 3 domaines dont on vient de parler, le développement, le marketing et l'infographie, le développement est peut-être la partie la plus compliquée parce qu'elle demande des connaissances, ou bien elle demande à acquérir des connaissances, on va dire, scientifiques, logiques, mathématiques. Voilà. Quand vous faites de la programmation, c'est-à-dire quand vous rédigez des programmes que l'ordinateur va comprendre et va exécuter pour faire un certain nombre de choses, comme l'application sur laquelle nous sommes actuellement, il est important d'avoir une certaine logique, on va dire mathématique, voire scientifique tout simplement. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est difficile d'avoir ce niveau de logique-là, sachant aussi qu'il y a un truc important à noter, c'est qu'au Sénégal, on a beaucoup plus de bacheliers en L qu'en S, de manière générale. Donc, je pense que c'est aussi l'une des raisons. Et une autre raison, c'est que pour être développeur, il faut un certain nombre de conditions. Au-delà de ces connaissances scientifiques, on va dire, à acquérir au début, ou en tout cas pendant la formation, je crois qu'il y a un certain nombre d'outils nécessaires pour se former, pour être développeur. Par exemple, quand on veut être développeur iOS, très souvent, Alors, il me semble que nous avons perdu Abdou Khadr. Alors, le temps qu'il revienne, M. Niasse, vous pouvez poursuivre sur cette même question. N'oubliez pas d'activer votre micro, s'il vous plaît. Okay. Voilà. La question sur pourquoi on ne trouve pas les profils. Voilà. Les profils, en fait, aujourd'hui, ça commence à bouger. Hein. Ça commence à bouger. Ah, en fait, désolé. Ah, d'accord. Voilà, je pense que voilà. Non, désolé. Désolé. Poursuivez avant qu'on donne la parole à M. Niasse. Allez-y. Donc, juste pour... voilà, donc ça demande un certain nombre de conditions, dont la machine et Internet, dont je viens de faire preuve. Mais surtout, ça demande du temps. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le domaine de la programmation que ce n'est pas une formation qu'on peut faire en une journée, en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois. On peut peut-être apprendre un domaine de la programmation dans cette durée-là, mais ça ne permet pas souvent de développer des applications à un niveau ou dans un standard international. Et enfin, le dernier critère, c'est la langue. On est dans un pays francophone et très souvent, pour être un bon développeur ou bien pour travailler dans les technologies, il faut aussi apprendre à manipuler la langue anglaise. Je m'arrête là avant que la connexion coupe à nouveau. Très bien. Alors, oui, M. Niasse, vous pouvez déjà poursuivre sur cette même question. Donc, je disais qu'en fait, la difficulté de trouver ces bons profils-là, je pense qu'il faut le voir un peu sous l'angle de la formation qui est donnée. En fait, je ne dis pas que ce qu'on fait dans les écoles, ce n'est pas bon. Non, parce que c'est quelque chose, nous, on a été formés dans ces systèmes-là. Mais je pense que l'heure, actuellement, il faudrait qu'on revoie un peu cette méthodologie. En fait, d'être sur une approche par projet, au lieu que, par exemple, de venir faire des formations qui sont un peu, pas disparates, mais en fait, il n'y a pas de lien entre les modules de formation qui sont définis dans les écoles. Ce qui fait qu'on vient faire tel module, on le termine, on passe à un autre module, on le termine. Et à la fin, c'est difficile d'être déjà fonctionnel parce que vous avez appris des choses un peu éparses par-ci, par-là, et que c'est difficile un peu d'avoir cet ensemble-là. Donc, je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à revoir un peu la méthode de former, c'est-à-dire d'aller sur une approche par compétence, mais d'aller sur une approche aussi par projet. Et comme l'a dit tout de suite M.
Diallo. Monsieur Diallo. En fait, les profils aussi, c'est-à-dire de ne pas... Il y a certains étudiants qui vont aller faire cette formation-là, alors qu'en fait, ils n'ont pas les dispositions. Les prédispositions, on a beau dire que tout le monde peut être développeur, mais il y a un minimum que tout un chacun, que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Et si vous n'avez pas ces prérequis, c'est assez compliqué. Et la plupart du temps, c'est pas toutes les écoles qui le font, mais en fait, lorsque quelqu'un vient pour s'inscrire, en fait, on ne voit que l'aspect pécuniaire. On ne regarde même pas est-ce qu'il a le profil pour réussir dans ce domaine. On le prend d'office, mais je pense qu'on gagnerait à assainir un peu dans ce domaine-là, c'est-à-dire orienter la personne qui vient faire cette formation, s'il n'a pas les prédispositions, de l'orienter vers une autre formation, et que, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, de revoir un peu la méthode d'enseigner, on arriverait un peu à avoir des profils qui sont encore meilleurs. Alors, merci pour cette réponse. Alors, je me tourne maintenant vers le professeur Cheikh Amadou Bamba Gueye. Vous savez, depuis l'avènement de la pandémie, on parle beaucoup de travail à distance, d'enseignement à distance, même si on sait que l'enseignement à distance existe depuis plusieurs décennies maintenant, mais quand même, les gens ont beaucoup plus parlé de ça ces derniers mois. Est-ce que ces types de formations-là peuvent être justement délivrés en distance au lieu que ça soit typiquement en mode présentiel ou bien en mode hybride, c'est-à-dire en alliant les deux? Quelle est la meilleure approche pour former les jeunes dans le secteur informatique, à distance ou en présentiel? Ok. Pour le cas du Sénégal, moi je dirais que c'est un mode hybride qui est meilleur. Maintenant aussi, il y a la formation à distance en tant que telle, mais il y a aussi la disponibilité de la connectivité au niveau de tous les endroits, mais aussi avoir l'environnement adéquat au niveau des maisons. Donc, il y a tout ça qui joue, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, on parle beaucoup de ce qu'on appelle des zones blanches, des zones qui sont dépourvues de connectivité 3G ou 4G, des zones qui sont dépourvues d'électricité. Et si on part vers un enseignement full en ligne, automatiquement, il y a des gens qui seront défavorisés. Moi, j'opterais beaucoup plus pour une formation hybride qui permettrait d'avoir une dose de distance, mais aussi une dose de présentiel. Parce qu'il faut se dire qu'il faut que les étudiants, déjà au niveau primaire, lycée, soient déjà imprégnés de cet enseignement à distance, alors que les étudiants que nous avons ne sont pas imprégnés par rapport à ça. Ils ne sont pas autonomes par rapport à ces modes d'enseignement. Moi, j'opterais beaucoup plus pour un mode hybride où on va, par alternance, recevoir les étudiants en mode présentiel et aussi en mode en ligne. Maintenant, pour les zones où on n'a pas de connectivité 3G, 4G, maintenant, voir comment distribuer du contenu sur d'autres formats pour pouvoir avoir un enseignement qui soit équitable. Justement, dans la formation à distance, généralement, c'est des formations qui ne sont pas de longue durée, contrairement à l'enseignement classique délivré dans les universités. Est-ce que ces profils-là qui sortent de ces types de formations, développeurs, infographes, donc designers ou bien des marketeurs dans le domaine du digital, est-ce que c'est des types de formations sur de longue durée ou bien elles peuvent être données justement en très courte durée? Une question que je vais poser aux trois invités, mais en commençant par vous, professeur Gueye. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Sonatel Academy a fait ses preuves par rapport à ses formations sur 6 mois ou 9 mois, mais par rapport aussi à des certifications. Parce que dès que l'étudiant a les bases, si on veut pousser l'étudiant par rapport à une thématique, faire une formation sur la base d'un projet où il va donner un livrable à la fin du projet, automatiquement pour moi, sur 3 mois, 6 mois, c'est largement suffisant. Si vous partez dans beaucoup de pays, il y a des notions de certificat. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, c'est sous format LMD, où on te dit tu dois avoir, par exemple, tant de crédits pour pouvoir avoir ta licence. Dans certains pays, on ne donne pas la formation sous forme L1, L2, L3. On laisse le choix à l'étudiant
de choisir des matières par rapport à ce qu'il veut devenir et on compte à la fin le nombre de crédits. Est-ce que l'étudiant a eu 300 crédits pour obtenir la licence ou lui donne la licence? Il fait une formation à la carte. Et je pense que c'est ça où on doit aller. On n'a pas besoin, si on était très, très développé, de faire des cycles L1, L2, L3 qui vont déboucher sur des formations de 3 ans, mais laisser une formation à la carte, one shot, 3 mois, 6 mois, c'est vachement possible. Et même pour tous ces métiers qui sont dans le digital, l'enseignant propose des thématiques et les étudiants vont aller coder, vont aller programmer. Après, on vient, on fait des feedbacks, on fait du brainstorming pour pouvoir savoir où se trouve le blocage. Après, les gens y repartent. Donc, c'est largement suffisant. Merci beaucoup. Merci. Justement, donc, Abdou Khadr Diallo, professeur Gueye l'a bien expliqué, mais je voudrais justement savoir, est-ce que vous ne rencontrez pas de blocage avec les entreprises? Parce que, bon, l'approche classique, l'approche ancienne, je dirais, c'est les gens, ils attendaient un diplôme, quelqu'un qui a une licence ou bien une maîtrise, donc un diplôme d'ingénieur avec un bac plus 4, bac plus 5, etc. Alors que les formations aujourd'hui que vous proposez, qui sont des formations qualifiantes, mais qui sont généralement de courte durée, est-ce que les entreprises ne posent pas de problème parfois sur ces profils-là que vous leur proposez? Je pense que M. Nias l'a abordé. Parfois, ils ont des demandes qu'ils n'arrivent pas à satisfaire. Souvent, le souci que nous rencontrons, c'est le premier souci, c'est le souci de timing. Je pense que ça rejoint un peu aussi ce que M. Nias a dit, dans le sens où quand les profils sont disponibles, par exemple, les entreprises ne sont pas prêtes à les accueillir. Ou bien, quand les entreprises sont prêtes à les accueillir, les profils ne sont pas encore prêts. Donc, ce qui serait bien à ce moment-là, ce serait de coordonner avec les entreprises pour la formation. Et par exemple, de dire que ça démarre tel mois de janvier, ça se termine au mois d'avril, et les profils seront disponibles. Et de préparer les profils sur des demandes déjà existantes. Mais nous, au départ, effectivement, on avait du mal à placer les étudiants dans les entreprises partenaires parce que oui, on était nouveau, on n'était peut-être pas connu, mais par la force des choses, souvent, c'est eux-mêmes qui viennent nous demander des profils, en fait, actuellement. Et comme M. Nias l'a dit, on a du mal à satisfaire la demande. Et on a du mal à la satisfaire parce que on n'arrive pas encore à former autant de personnes qu'il faudrait pour satisfaire la demande. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Ce sont des raisons stratégiques, des raisons de modèle, ou bien des raisons même de disponibilité. Par moment, vous avez des étudiants qui viennent se former, qui commencent à se former. Je ne sais pas si ça arrive à Sonatel Academy, mais qui arrêtent de se former pour aller continuer une formation à l'UCAD ou bien dans une école publique ou privée pour avoir une licence ou bien un master. Assez souvent, ça arrive. Ou bien des fois, ils arrêtent leur formation, ils terminent leur diplôme, ensuite ils reviennent. Donc, il y a aussi cette barrière, on va dire, sociale qui dit à la personne, si tu veux réussir, il faut que tu aies une licence ou bien un master. Et je pense que le professeur l'a bien dit, ça n'existe plus en fait. La preuve est que la plupart, je sais pas, prenons l'exemple des coursiers qui gagnent pas bien leur vie, je pense, n'ont pas forcément un certain diplôme. Alors qu'à l'opposé, on a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes qui n'arrivent même pas à trouver un stage en fait. Donc, il y a ce monde-là qu'on pensait être qui n'est plus. C'est le monde où on a une maîtrise ou bien un master, on a tout de suite un travail qui nous attend. Ça n'existe plus. Et je pense que nous devons chacun d'entre nous jouer un rôle à éduquer notre environnement autour de ça et à aller vers peut-être le modèle du pragmatisme où on ne te demande pas quel diplôme tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu as déjà fait. Et de pousser les étudiants à pratiquer pendant leur formation. Parce que parfois, ce n'est pas la faute à l'école, c'est que l'étudiant aussi doit faire des efforts que l'école ne peut pas faire à sa place, malheureusement. Merci. Alors, M. Nias Baye-Niasse de Orange Digital Center, est-ce que quelle est la relation que vous avez avec les entreprises partenaires dans lesquelles vous placez les étudiants, les sortants donc de Orange Digital Center? Ok. Donc, par rapport à ces partenaires-là, en fait, certains partenaires en fait demandent. Au début, c'était pas donné, parce que lorsqu'on leur dit qu'ils ont fait une formation de 7 mois, ils étaient réticents.
Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que c'est des jeunes qui sont capables en fait, de produire au même titre que les ingénieurs qui sont recrutés. Donc, ils arrivent à produire ce qu'on attend en entreprise. Donc, ces entreprises-là, au début, c'était difficile de placer, comme je l'ai dit, mais actuellement, c'est l'inverse. Ce sont ces entreprises-là qui viennent vers nous. Mais quand même, il y a certaines entreprises où on a ce problème. En fait, selon la hiérarchie dans laquelle ils sont, on a du mal à placer ces jeunes-là qui ont fait une formation de 7 mois. Et pourtant, c'est des jeunes qui sont dans des projets où on n'a que des ingénieurs, qui produisent au même titre que les ingénieurs, mais malheureusement, on ne peut pas les classer parce que leur système de classement, en fait, n'intègre pas le certificat que nous donnons. Mais en termes de compétences, ils sont à compétences égales, mais en termes de classement, ils ne sont pas classés au même niveau. Ça, je pense que c'est un problème. Et il faudrait voir un peu comment activer ce qu'on appelle la validation des acquis, c'est-à-dire la personne qui a fait une formation et qui a un certain nombre de compétences, comment il faudra l'évaluer un peu pour donner cette équivalence-là. Malheureusement, ça n'existe pas aujourd'hui, mais quand même, les pensées ont commencé à changer. On ne nous demande plus, en fait, quel diplôme ils ont, mais ils nous disent seulement, donnez-nous quelqu'un qui est bon sur tel techno, sur tel techno, sur tel techno. Donc, ils privilégient actuellement les connaissances par rapport au diplôme. Merci pour cette réponse. Alors, professeur Gueye, aujourd'hui, c'est bien sûr quand on parle de formation, on parle bien entendu de formateur. Est-ce que ce type de formation-là, de profil-là, exige que le formateur soit pas quelqu'un qui, classiquement, je dirais, a le bagage académique, mais pas de terrain, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à pratiquer. Par exemple, quand on fait du développement, c'est parce que le formateur lui-même, il a eu à développer pas mal d'applications, etc. Quels sont les meilleurs profils de formateurs qui seront proposés, qui se sont bien positionnés justement dans ce type de structure de formation? Je pense que c'est avoir la pédagogie, avoir la patience. Je peux être un bon développeur, mais si je n'ai pas la pédagogie, je ne peux pas transmettre. Et je pense que c'est cause pour laquelle je pense que M. Diallo a mis coach comme nom, mais pas enseignant. Parce qu'en réalité, c'est la capacité de pouvoir transmettre le savoir. Et même aujourd'hui, dans toutes les formations, grâce aujourd'hui à l'ANAQ-Sup, on exige qu'il y ait des professionnels qui interviennent au niveau des formations, pas seulement les acteurs académiques qui dispensent le savoir. Donc, on doit avoir une dose de 60% d'académiques et de 40% de professionnels. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les métiers de développement en informatique, la plupart du temps, les gens ont eu à pratiquer et pour transmettre le savoir, il n'y a pas de problème. Maintenant, après, là où il faut beaucoup insister, c'est le ratio d'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une classe où tu as 200 étudiants, 300 étudiants, tu veux les former en programmation, ça devient problématique. Et c'est là où la différence va avoir lieu entre le nombre de coachs, de tuteurs que j'ai au niveau de la classe et chaque tuteur, combien d'étudiants il gère. Il faut que le ratio soit petit pour que s'il y a des bugs, qu'on puisse intervenir. C'est là où la différence va se faire. Merci. Alors, la question, je la retourne également à Abdou Khadre Diallo de Bakelli, comme le professeur l'a dit, vous vous présentez comme un coach. Comment vous justement vous recrutez vos collaborateurs qui donnent des cours chez vous? Quelle approche vous mettez en place justement? Oui, ce sera peut-être ma dernière question parce que je vais devoir vous laisser. Oui. Mais donc encore une fois, merci pour l'invitation et vraiment pour les partages avec M. Niasse et professeur. Très, très enrichissant. Et je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui pensent un peu comme moi, quoi. Que je ne suis pas un fou aliéné dans ce pays. Cela dit, nous, on dit qu'il n'y a pas meilleur formateur que celui qui a été formé. C'est-à-dire, pour être coach à Bakelli, 99,9% du temps, il faut avoir fait Bakelli, avoir eu de l'expérience, avoir travaillé sur des projets et puis nous démontrer et nous montrer cette appétence que vous avez d'accompagner, de partager et d'aider.
Maintenant, il faut savoir aussi que le coach, selon son niveau, au début, il est assistant, puis il est junior, puis il est coach, et ensuite il est confirmé. Selon son niveau d'avancement, les coachs qui sont plus anciens, comme moi par exemple, l'accompagnent à gagner confiance en lui. Parce qu'au début, ça peut être intimidant pour un jeune de se dire, ah oui, je vais former d'autres jeunes comme moi. Mais aujourd'hui, c'est comme on dit en Wolof, la connaissance n'a plus d'âge en fait, n'a plus d'ethnie, n'a plus de zone, elle est partagée partout dans le monde. Donc actuellement, c'est comme ça que nous nous y prenons. Et ça prend du temps pour qu'ils deviennent bons en général, mais nous les accompagnons durant ce temps-là. Alors, merci encore une fois hein, d'avoir accepté notre invitation, Abdou-Khadir Diallo. Il reste une dizaine de minutes, donc nous allons bien entendu bientôt clôturer. Je rappelle à nos internautes que nous sommes donc en direct. Vous suivez l'émission Les Lives du Social Hub, une production de Digital 24 en collaboration avec le groupe Sonatel. Le thème d'aujourd'hui, donc les métiers du digital, formation et débouchés tech ak xarala yu bees yi en wolof. Donc, je me retourne maintenant vers Michel Niass. Alors, je voudrais, comme nous approchons à la fin de cette émission, parler des débouchés. Encore une fois, on revient un peu sur ça parce que ça intéresse beaucoup les internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de Orange Digital Center, quel débouché pourrait-il donc privilégier? Quel est le profil qu'il pourrait mettre en avant pour se faire recruter dans une entreprise? Merci. En fait, ça va dépendre de la formation en fait, qu'il a reçue. Lorsqu'il a suivi, par exemple, le cycle de développeur web, bah, naturellement, il sort en tant que développeur web et mobile. Mais nous, notre approche nous donne la possibilité, en fait, de se mouvoir. C'est-à-dire qu'on vous a formé sur telle chose, mais tu as la possibilité de migrer sur autre chose parce qu'on vous a appris à s'auto-former et à s'adapter par rapport à votre environnement. Donc, nous, on a formé par exemple, si je donne un exemple, on a formé des développeurs en data, c'est-à-dire qui ont des profils en data analyst ou bien data scientist, mais aujourd'hui, qui ont complètement viré et qui travaillent, par exemple, sur le développement web mobile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible chez nous, de faire une formation X et d'avoir d'autres profils, et parce que vous vous êtes adapté sur le marché. Et tout ça, ça dépend de la méthode de formation qui est utilisée. Mais naturellement, quelqu'un qui a fait une formation de développeur web mobile, il sort il a comme débouché en fait un développeur web mobile. Il peut développer des applications web, il peut aussi développer des applications mobiles. Quelqu'un qui a fait par exemple du référent digital, il peut sortir en tant que community manager. C'est par exemple gérer des pages sur les réseaux sociaux. Il peut être comme quelqu'un qui crée des sites web pour des entreprises, ou bien qu'il le fait à partir de chez lui. Il peut avoir même un boulot et avoir des marchés à côté qu'il réalise chez lui, et ça arrive fréquemment. Même aujourd'hui, nos jeunes qui sont sur place, ils arrivent à trouver des marchés à côté et donnent ces marchés-là à leurs amis qui sont juste à côté. Donc, il y a énormément d'opportunités. Ils peuvent être aussi des chefs de projet, parce qu'il y a certains qui sont sortis en tant que référents digitaux. Aujourd'hui, là où ils sont des chefs de projet digitaux. Ils peuvent sortir en tant que data analyst. Là, vous avez suivi la formation développeur data. Ou bien ils peuvent sortir en tant que data scientist junior, bien entendu, parce qu'ils ont suivi la formation en fait développeur data. Ceux qui sont au niveau d'Amazon, en fait, ils peuvent être des administrateurs réseau, des administrateurs système. On peut avoir des débouchés, par exemple, en DevOps. Donc, selon le référentiel que vous suivez, en fait, il y a des débouchés qui sont là et qui vous donnent la possibilité de bien s'insérer dans le tissu professionnel. Merci donc pour ces précisions, professeur Gueye, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a parce que vous avez donné tout à l'heure les types de formation les plus demandés, à savoir, bien entendu, en première position, le développement. Quelqu'un qui a suivi une formation en développement au sein de Bakedi ou de Orange Digital Center,
qui devient aujourd'hui un community manager, social media manager, etc., ou bien quelqu'un qui sort donc de cette école, qui devient administrateur réseau. Est-ce qu'il y a un comparatif? Vous avez parlé de l'ANAQ-Sup pour certifier justement les formations. Est-ce qu'il y a un comparatif entre un profil qui sort d'une formation de courte durée et un profil académique qui a fait une formation de plusieurs années? Est-ce qu'il y a un comparatif pour dire qu'un tel est meilleur que l'autre, ou bien ça dépend tout simplement de la personne, de la formation qu'elle a suivie et de comment elle a suivi la formation? Ok, moi, je pense que la force de la formation au niveau académique, c'est la capacité à pouvoir s'adapter le long de la carrière de l'individu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont sortis au niveau des universités. Bon, je vais prendre là où je viens, au niveau de l'UQAT, au niveau de la section informatique, qui à la base peut-être étaient seulement des développeurs sur un tel langage, mais à la suite, après, ils ont pu s'adapter pour devenir data scientists, pour devenir des bioinformatiques, etc., etc. Maintenant, je ne vais pas dire que quelqu'un est meilleur que l'autre, tout dépend de la personne. Mais ce qu'il y a en plus par rapport à la formation, la dose de sciences, de physique, de mathématiques au niveau de la formation académique, c'est d'une part pouvoir former des enseignants-chercheurs de demain, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent des thèses pour pouvoir prendre la relève, mais aussi pour que les étudiants qui vont continuer au niveau master soient capables de pouvoir se confronter au métier de demain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand aujourd'hui, les étudiants que nous avons en 2020, peut-être les métiers qu'ils vont exercer dans 10 ans, 15 ans ne sont pas encore nés. Donc, on doit être capable de pouvoir donner une certaine base solide pour que cet étudiant puisse s'adapter au niveau de ces métiers-là. Aujourd'hui, nous travaillons dans l'Internet. Quand on était à l'école primaire, cet Internet-là n'existait pas. Quand on était au niveau de la licence, les métiers auxquels nous sommes formés aujourd'hui n'existaient pas. Mais on a pu s'adapter grâce au background que nous avons eu à avoir. Maintenant, il faut différencier chacun par rapport à sa politique de carrière, qu'est-ce qu'il veut devenir, et ensuite, après, donner les formations adéquates par rapport à ça. Mais ce qu'on vise au niveau de l'université, c'est avoir des gens qui sont capables de s'adapter, de pouvoir muter, parce que les métiers changent. Aujourd'hui, les métiers que nous avons, dans 10 ans, ces métiers vont changer. Le développement, quand nous, on commence à apprendre le développement, on développait en VB, on développait en C. Aujourd'hui, je pense que Bagnès n'enseigne plus du VB, donc c'est démodé. Peut-être qu'il va enseigner autre chose, mais l'étudiant doit être capable de pouvoir s'adapter et de continuer. Mais aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que la plupart du temps, les étudiants qui sortent peuvent aller dans diverses formations, comme Bay a eu à le dire. Je peux faire un master en réseau télécom, mais peut-être après faire du développement au niveau du cloud, faire du développement ailleurs, parce que tout simplement, je l'aime. J'ai la capacité de pouvoir s'auto-former parce que j'ai un background qui me le permet. Et c'est ça que nous visons dans les formations. Justement, professeur, avec la généralisation du travail à distance, quelqu'un qui a une bonne formation en informatique, que ce soit sur le développement, le marketing ou l'infographie, peut rester au Sénégal et même travailler pour des entreprises étrangères. Et donc, ce sera certainement la dernière question avant de clôturer. Quel est le conseil que vous donnerez justement à ces jeunes-là qui ont l'ambition d'avoir un très bon boulot, bien payé, tout en restant au Sénégal, tout en se formant au Sénégal avec les profils, les modules, les filières qui sont proposés dans ce pays-là? Quel est le meilleur conseil que vous leur donnerez pour justement réussir dans ce pari-là? Moi, je leur propose de rester. Aujourd'hui, avec la COVID qui est arrivée, aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui ont terminé leur formation, qui ont intégré des boîtes que je ne vais pas nommer et qui travaillent à distance sur des projets qui sont en France, en Angleterre, etc. Et qui ont des collègues qu'ils ne voient pas, seulement en ligne. Et ils ont la chance de pouvoir travailler chez eux, avoir l'environnement familial, etc. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les grands groupes qui sont ici au Sénégal sous-traitent les projets qui sont là-bas. Et je pense que quand tu es dans un grand groupe ou bien tu as tout le temps la possibilité d'avoir des plans de formation, tu peux aller te former et revenir. Et je pense que nous devons développer notre Sénégal
Et c'est nous qui allons développer le Sénégal par d'autres personnes. Et je pense qu'il faut que... on avait loupé certains tournants, mais je pense que le digital qui est là, on a besoin de quoi? Un ordinateur, de notre cerveau, pour pouvoir accélérer les choses. Et moi, je dis qu'il faut qu'on reste ici, qu'on puisse développer notre Sénégal, parce qu'il suffit d'un ordinateur, d'avoir une certaine intelligence, et après tout, le reste va arriver bientôt. Merci. Merci. Alors, Bagnas, donc de Orange Digital Center, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des données sur le taux d'insertion des apprenants d'Orange Digital Center? Comment ils sont insérés, justement? Vous avez parlé parfois de pénurie même dans les entreprises qui ont du mal à trouver des profils. Comment ça se passe? Une fois sortis, ils trouvent très vite un emploi, c'est bien cela? Une fois sorti, en fait, nous, il y a des choses ce qu'on appelle la réussite par rapport à l'insertion. C'est que l'apprenant, il sort, il est inséré quelque part. Là, on dit que c'est une sortie positive. Ou bien il fait de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il crée sa start-up, lui, avec ses amis. Ou bien il va dire, je vais continuer mes études. Donc, si on prend tous ces paramètres-là, sur toutes les promos qu'on a déjà eu à passer, on est au-delà de 80% d'insertion professionnelle. Et la majorité, par exemple, si vous prenez une promo, il n'y a que, par exemple, 5, voire maximum 6 personnes qui vont faire leurs études. Et tout le reste, ils sont dans des entreprises. Aujourd'hui, vous les voyez dans la rue, vous êtes assez contents. Vous vous dites que, en fait, cette formation vraiment en vaut la peine parce que ils s'en sont bien sortis. Donc, côté insertion, on arrive à insérer, par exemple, la promo 3 dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on est à 76% d'insertion professionnelle. Et même cette insertion professionnelle, il y a certains qui sont quelque part. Vous savez que l'apprenant, dès qu'il quitte l'école, c'est difficile de le maîtriser. Des fois, pour recueillir un peu ce taux même, c'est très difficile. Il y a certains qui répondent lorsque vous leur envoyez un formulaire pour leur demander où est-ce que vous en êtes. Il y a certains qui vont répondre et d'autres ne vont pas répondre. Donc, nous, sur la base des personnes qui ont répondu, donc on est à 76% et on est sûr que ça, en fait, le taux dépasse largement ce taux de 70%, comme je l'ai dit. Donc, l'insertion, ça se passe vraiment très bien et c'est ça qui fait la différence, en fait, par rapport aux autres formations. C'est-à-dire, lorsque vous formez et que vous arrivez à insérer, c'est vraiment l'idéal. OK, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à tous nos chers internautes qui nous ont suivis. Je pense que c'est la fin. Nous avons fait pratiquement 1h15. C'est la fin de cette émission, les lives du Social Hub. Je remercie le professeur Cheikh Amadou Bamba Gueye, président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, ASCI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Bagnas de Orange Digital Center et également Abdou Khadri Diallo, qui nous a quitté un peu plus tôt, donc qui est coach et CEO de Volcano, coach donc à Bakeli Digital Technology. Alors, chers internautes, donc cette émission a été diffusée en direct sur la page Facebook de Digital 24, également sur les plateformes de Sonatel, la chaîne YouTube du groupe Sonatel et le compte Twitter de Sonatel. L'émission que vous retrouverez également en replay sur la chaîne de Digital 24, www.digital24.tv. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission, les lives du Social Hub. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Muntaga. Merci. Bye. Merci, professeur. Merci, Muntaga. Okay.